Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien Voissise. J'ai pour mission aujourd'hui de vous présenter la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et du développement international. Je vais parler aujourd'hui sous le contrôle de Pierre Baudot qui a occupé les fonctions que j'occupe aujourd'hui avant moi. Avant peut-être de revenir donc, sur mon parcours et sur les différentes possibilités que j'aurais d'accéder au Quai d'Orsay, je vais peut-être vous présenter très rapidement, parce que pas beaucoup de temps, la direction des affaires juridiques donc, du ministère des Affaires étrangères. Une direction assez particulière. Alors déjà par rapport aux autres directions des affaires juridiques des autres ministères, mais aussi aux directions des affaires juridiques des ministères des Affaires étrangères de nos partenaires étrangers. En ce sens, on a une activité aussi bien consultative que contentieuse, ce qui n'est pas toujours le cas en fait dans les autres ministères pour ce qui est de la fonction contentieuse. Donc on travaille, notre travail s'assimile à celui d'un cabinet d'avocats, un cabinet d'avocats un petit peu particulier puisqu'on a pour mission de conseiller le gouvernement de la République française. Donc en premier lieu, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi tous les autres ministères sur des questions de droit international public, et encore les services du Premier ministre ou du Président de la République. La direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay s'organise autour de 4 sous-directions. Une sous-direction du droit de la mer, qui traite des questions de droit de la mer. Sous-direction du droit européen, qui a une activité essentiellement contentieuse, donc qui défend la France devant les juridictions européennes. Une sous-direction des droits de l'homme, qui elle aussi a une activité en grande majorité contentieuse, dans le cadre du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, la sous-direction du droit international public, au sein desquels je travaille, qui pour le coup a une activité elle plus consultative. Pour cette raison que les affaires sont beaucoup moins nombreuses, on est heureusement rarement devant la Cour internationale de justice. Pour revenir d'ailleurs sur la présentation que vous avez faite tout à l'heure, Alina, elle nous a parlé de ce qu'étaient donc les fonctions du Conseil et a mentionné rapidement la fonction de l'agent du gouvernement. Donc c'est le directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, dont Aline a parlé tout à l'heure, en tout cas pour ce qui concerne la France, qui représente donc les intérêts français dans le cadre de ces affaires. Donc pour ce qui est de la sous-direction du droit international public, une activité essentiellement consultative. On traite en grande partie de questions d'actualité. Pour vous donner quelques exemples de ce qui nous a très largement occupé l'année dernière, la question de la licéité du recours à la force dans le cadre des différentes opérations opérations militaires menées par la France à l'étranger. On a une personne qui s'occupe à plein temps de toutes les questions de droit international humanitaire, une autre qui va regarder tous les accords qui sont signés chaque année par la France. Moi, pour ce qui me concerne, je traite des questions en relation avec le droit diplomatique et plus spécifiquement des questions relatives aux immunités. Alors, c'est des questions assez particulières qui demandent des compétences bien évidemment en droit international public, mais aussi en droit interne. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine maîtrise que je n'avais pas, je vous rassure, auparavant, mais je continue d'apprendre sur le tas. Mais aussi des notions donc, de droit administratif, de droit constitutionnel, donc ça demande un spectre de compétences assez large. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je ne peux que vous encourager bien évidemment à rejoindre cette sous-direction. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours de questions vraiment différentes, en lien encore une fois avec l'actualité, c'est plus que passionnant.
On fait principalement du droit international public, mais pas que. Alors on a une approche un peu particulière du droit international public, parce que c'est une approche qui est quand même, qui est en lien avec, la politique qui est menée par le gouvernement. On sait tous, le droit international n'est jamais très loin de la politique et vice-versa. C'est particulièrement vrai pour ce qui est de la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Et pour terminer, peut-être sur les activités de notre sous-direction, c'est assez rare, mais je finis en ce moment parce qu'on ne fait vraiment pas que du droit international. Pour tout vous dire, là, cette semaine, j'ai été très occupé sur la mise en place d'un dispositif législatif, donc on fait aussi de la légistique. Voilà, donc passionnant, je vous y encourage. Et justement, peut-être un petit mot rapide sur les différentes voies d'accès qui nous sont offertes. Voilà, je pense qu'il y a une première question à se poser, pour ceux qui envisagent peut-être un jour de rejoindre le Quai d'Orsay. La première question est celle de savoir si vous voulez continuer à faire du droit. Si la réponse est non, pas spécialement. La meilleure voie d'accès, ce sont bien évidemment donc les concours du ministère des Affaires étrangères au poste de secrétaire ou conseiller des Affaires étrangères. Vous aurez toutes les informations sur ces concours et ces modalités sur le site du ministère. Ceux qui ont l'ambition un jour de finir au prestigieux poste d'ambassadeur tenteront les concours de conseiller. Pour les plus ambitieux encore, passeront par l'École nationale de l'administration et sortiront dans les premiers. Ceux qui n'ont pas cette ambition tenteront donc les concours de secrétaire des affaires étrangères, qui est déjà un concours de très haut niveau et qui demande une préparation, une très bonne préparation. Alors pourquoi je vous disais, ce sont les voies privilégiées de ceux qui ne veulent pas forcément faire du droit toute leur vie, parce qu'une fois que vous intégrez le Quai d'Orsay, donc par ces différents concours, vous êtes amené à changer de fonction a priori tous les 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que vous entrez au Quai d'Orsay possiblement à la direction des affaires juridiques, mais possiblement aussi au service des ressources humaines, au sein d'une direction géographique, au sein d'une direction politique. C'est vraiment... alors en général, quand on a un cursus de juriste, on essaye de vous diriger vers une carrière connotée juridique, mais pas forcément. Et pour ceux donc qui vraiment veulent continuer à faire du droit, 2 voies possibles. La première, la magistrature. Alors nous avons au sein de notre service des magistrats du corps aussi bien judiciaire qu'administratif, qui sont donc détachés pour quelques années au sein du ministère. C'est l'une des façons de rejoindre le ministère. L'autre étant le recrutement de contractuels. Donc là, on est dans le cas. Voilà, donc le ministère, c'est une exception, recrute des contractuels sur certains postes préidentifiés. Donc mon poste a toujours été occupé par un contractuel, puisque le ministère considère que sur ce poste-là, on a besoin d'une personne ayant vraiment fait des études de droit international public et connaissant particulièrement bien ces questions. Je ne vais pas vous mentir, c'est assez difficile d'y accéder. La première raison est assez simple, c'est qu'il y a seulement 2 postes au sein de cette sous-direction qui sont réservés à des contractuels. Le reste étant bien évidemment réservé à nos collègues diplomates de carrière. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir de voir des visages connus et moins connus. Bon, j'ai un peu l'impression d'usurper ma place ici, parce que je n'ai pas forcément vécu, du moins, une carrière aussi longue que ceux qui sont passés ici. Mais du coup, je vais peut-être essayer de vous donner un peu mon ressenti sur ce qu'ont été maintenant ces 2 années post-N2.
Le début, moi je suis un pur produit nanterrois. J'ai commencé ici en L1 avec le programme d'échange avec l'Université d'Essex. C'est un double diplôme droit français et droit anglais. Je suis revenu du coup à Nanterre en L3. J'ai fait mon M1 droit international et des relations droit international et européen. Et ensuite le M2 droit des relations internationales et l'UE. Bon, je vous fais un petit panorama rapide, et peut-être que je rentrerai dans plus de détails plus tard, mais j'ai ensuite enchaîné sur un stage au service juridique de l'UNESCO. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, non, je vais revenir dessus. J'ai fait le CID, ce qui a été décisif. Non, mais j'ai l'intention de revenir dessus. Et donc, après avoir fait le CID, j'ai fait un stage au service juridique de l'UNESCO pendant 7 mois. Ensuite, un stage à la direction générale du Trésor, donc au ministère des Finances. On avait des contacts réguliers avec lequel, d'ailleurs. Plus ou moins chaleureux. Et ensuite, depuis 4 mois, je suis consultant à la Banque interaméricaine de développement, qui est une organisation qu'on connaît assez peu, mais vous avez sans doute le format en tête parce que c'est l'équivalent en Amérique latine de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a vocation à agir partout dans le monde, ce qu'on indique. La Banque interaméricaine de développement, elle agit en Amérique latine. Il y a l'équivalent, il y a une banque africaine de développement, une banque asiatique de développement. Donc le siège de cette banque interaméricaine est à Washington, et ensuite ils ont deux bureaux régionaux, un à Tokyo, qui s'occupe de l'Asie, et un à Madrid, qui s'occupe de l'Europe. C'est celui dans lequel je suis depuis maintenant 4 mois, pour un poste de consultant. Vous expliquer en 2 mots ce qu'on fait à la banque interaméricaine. Surtout au bureau européen. On essaie de mobiliser des fonds, qui soient du secteur public ou du secteur privé, pour financer des projets de développement. Projet de développement, c'est aussi large que ce que vous imaginez, c'est-à-dire ça va des infrastructures jusqu'à promouvoir le droit des femmes, des indigènes, l'éducation, des projets, enfin voilà, un panorama assez large d'activités. Et du coup, c'est une assez grosse organisation en Amérique latine. Il me semble qu'ils sont à peu près 2000 à Washington. À Madrid, on est une petite équipe, on est moins d'une dizaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, peut-être vous dire un peu ce que j'ai tiré du M2. Moi, j'ai tendance à être un peu évangéliste avec le M2, mais c'est vraiment sincère dans la mesure où je pense que je lui dois beaucoup et pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que le fait d'avoir un panorama assez large dans les cours qui sont proposés, je pense que c'était un peu l'objet des interventions qui m'ont précédé, ça vous permet de choisir ce qui vous plaît, de choisir aussi ce qui ne vous plaît pas, et aussi parfois de vous confronter à des choses que vous n'imaginez pas vous plaire, mais qui finalement vous plaisent. Donc ça, c'est pour l'année en cours, mais à mon sens, la vraie valeur ajoutée de ce master, c'est aussi, disons, je ne sais pas comment appeler ça un réseau, mais c'est disons, les liens qui se créent à la fois avec le corps professoral, mais aussi avec vos camarades. Et ça, très sincèrement, c'est quelque chose en comparant avec d'autres masters, je ne vais pas citer d'autres facs, mais je pense qu'on a tous bénéficié, si vous les connaissez, qui sur le papier ont sans doute une aura de prestige, etc., mais qui ensuite, dans ce qui nous... Parce qu'on ne se mente pas, le M2, c'est évidemment les cours que vous avez suivre, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est aussi l'idée de faire un premier pas pour vous professionnaliser, ou alors pour faire de la recherche. Et à mon sens, la réelle valeur ajoutée, encore une fois, du M2, c'est qu'il vous ouvre plusieurs portes, et qu'ensuite, aussi bien les professeurs que les camarades que vous aurez côtoyés, et même ceux des anciennes promotions, ceux des suivantes, il y a un réel, encore une fois, je ne vais pas utiliser le terme de réseau, mais un réel échange. Et moi, dans mon cas, c'est particulièrement le cas. Mon stage à l'UNESCO, je dois une lettre de recommandation de M. Pellet. Mon stage à la DG Trésor, je dois une camarade qui était avant ça.
On a eu l'occasion, on nous a présenté, c'est que M. Touvenin était toujours très actif pour nous proposer différentes voies dans lesquelles on pouvait s'engager. Et ça, c'est bien après qu'on ait terminé le M2. Et ça, c'est vraiment appréciable et je vous assure que ce n'est pas forcément un suivi qui est fait dans toutes les facultés. Du coup, je pense que, pour terminer sur spécifiquement le M2, je pense que c'est un M2 qui vous rend ce que vous lui donnez, c'est-à-dire qui offre beaucoup de possibilités. C'est là où je viens possibilité, par exemple, d'avoir une implication que vous n'auriez pas nécessairement eu dans les années précédentes, parce que finalement, de la L1 au M1, ça peut toujours être un peu abstrait. J'ai d'assez mauvais souvenirs des examens qui durent 5 heures, donc on ne comprend pas toujours le sens. En M2, évidemment le M2 droit des relations internationales et l'UE, présenter un ensemble de caractéristiques qui fait que si on souhaite vraiment s'impliquer, il vous offre plein de possibilités. Je pense par rapport à la prise de parole à l'oral, je pense au travail en groupe, je pense à des programmes comme le CID, je pense qu'il y a un DU droit pénal dont tout le monde se disait assez satisfait. Je sais que du moins pour le CID, ça a été une expérience à la fois universitaire mais même humaine assez, même très enrichissante. Je suis en train de réfléchir aux autres possibilités. Aussi, oui, il a beau être un master recherche, je pense que, et vous l'aurez vu aujourd'hui, vous serez constamment au contact de professionnels. Ne pensez pas que vous fermez les portes en faisant ce choix qui parfois est un peu faux de choisir un master recherche en pensant que ça vous destine forcément à la recherche. Si c'est le cas, tant mieux, mais ne pensez vraiment pas que c'est une voie sans issue pour ceux qui veulent immédiatement se professionnaliser. Après, dans la mesure où, encore une fois, les cours vous seront donnés par des professeurs qui sont, pour la plupart, au contact des professionnels par ailleurs, et ensuite vous aurez d'autres occasions de rencontrer, je pense par exemple aux conférences d'actualité, etc., qui sont des moyens de rencontrer des personnes souvent extrêmement intéressantes et qui vous permettent aussi de définir un peu plus votre projet professionnel. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Je vais regarder mes notes. Non, voilà, et simplement vous dire que moi j'ai un parcours, du moins les 2 dernières années, qui a été d'un certain point de vue assez éclectique. J'ai commencé par le service juridique de l'UNESCO. Je serais ravi de vous parler ensuite si vous voulez en parler dans un peu plus de détails. Ce qui était un boulot assez, du moins un stage qui découlait assez naturellement du M2. De ça, je suis passé au ministère des Finances, alors qu'a priori, c'était pas quelque chose pour lequel j'avais même beaucoup d'intérêt et au-delà de ça, beaucoup de compétences. Et pour terminer, dans une banque de développement dont concrètement, à part les cours de M. Touvenin, j'avais pas beaucoup de connaissances. Du coup, n'hésitez pas à emprunter des voies qui vous semblent peut-être pas aller de soi et qui peuvent vous sembler un peu, frustrantes dans un premier temps. Je pense à quelque chose de très concret, mais qui est important quand on sort du M2. Beaucoup des stages qui vous seront proposés ne seront pas rémunérés. C'était mon cas à l'UNESCO. J'ai passé 7 mois sans rémunération. La cantine coûte très cher. Du coup, c'est une contrainte qu'il faut intégrer dans la mesure du possible, évidemment. N'attendez pas le stage parfait, n'attendez pas la proposition d'emploi parfaite, parce qu'en général, elle n'existe pas. Vous la définissez au fur et à mesure, et un peu c'est le cas pour moi en tout cas, vous pouvez vous retrouver dans des voies que vous n'aviez pas du tout envisagées, et finalement vous y plaire. Donc voilà. Pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure, nous sommes en train de cocktail. Ok, merci beaucoup. Bien, bonsoir. Je suis Pierre-Hugues Bonnet, je suis professeur de droit public à l'Université Paris 8, mais ce soir, je remercie les organisateurs d'avoir
gentillesse de m'inviter. En regardant le programme, je réalise qu'on m'a jamais demandé de dire publiquement à quel point j'avais apprécié qu'il y a 24 ans, donc, le DEA, ça s'appelait comme ça à l'époque, le droit des relations économiques internationales et communautaires que j'ai fait ici avec Jean-Marc à l'époque et puis à l'intérieur. Alors je le dis publiquement ce soir, c'était une belle expérience, même si c'est vrai que ça date un petit peu maintenant. Donc on ne m'a pas du tout invité en tant que professeur, je crois, mais plutôt parce que dans une autre vie, j'ai travaillé dans une organisation internationale, les Nations Unies, à New York. Et donc, je vais en quelques minutes vous en parler, non pas de mon expérience personnelle, parce que, comme vous l'avez peut-être déjà compris, je pense que chaque expérience a ses spécificités, donc je vais venir dans un instant, il n'y a pas de voie comme ça simple, mais d'un point de vue un petit peu plus générique, en abordant trois aspects. Comment on entre dans une organisation internationale, pourquoi, c'est-à-dire ce que l'on y fait, et puis le dernier point, ce sera comment en sortir. Parce que, pour les raisons que je vais expliquer, il peut parfois être bon d'avoir cette idée en tête. Alors, la question principale, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine celle que vous vous posez, dans ce monde qui est un petit peu idéalisé, qui est parfois un petit peu mythifié des organisations internationales, c'est comment on y entre. Alors, une organisation innombrable, mais je préfère parler que de ce que je connais un petit peu. Alors, pour entrer dans le système des Nations Unies, et bien sûr en caricaturant un petit peu, il y a en fait trois possibilités. Mais elles sont d'inégale importance, si vous voulez. Alors, la plus évidente, mais elle ne présente, je vous le dis tout de suite, pas de suspense, pas de spoiler, ne présente que des inconvénients, c'est le concours. Je parle du concours pour entrer aux États-Unis. Alors pourquoi ça ne présente que des inconvénients? D'abord parce que le concours, il n'est pas organisé chaque année, il n'est pas ouvert dans tous les domaines, il n'y a pas des concours en droit chaque année, et lorsqu'il y a des concours en droit, pour des sombres histoires de calculs qui sont très byzantins et très opaques à New York, qui ne sont pas toujours offerts aux Français. Enfin, pendant des années, ils ont été fermés aux Français. Tout à coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus assez de Français dans le système, et donc il y a eu un appel d'air il y a quelques années. Déjà, le concours, son organisation même est aléatoire. Après, c'est un concours qui, à cause de la mauvaise habitude prise par certaines organisations internationales, et ça c'est vrai aussi de l'Union européenne, c'est un concours qui ne donne pas de poste. Lorsque vous avez l'ENA, dont parlait Julien tout à l'heure, bon, l'ENA on en pense heureux, mais enfin quand on sort de l'ENA, on a un poste. En fonction de son placement, on peut aller au prestigieux ministère des Affaires étrangères, je suis pas sûr que ce soit génial de terminer ambassadeur, malgré tout, pourquoi pas. Et puis quand on termine mal, ça se termine à la mairie de Paris. Mais le rôle d'un poste, si vous réussissez ce concours qui est difficile, parce qu'il n'est pas difficile techniquement le concours pour entrer aux Nations Unies, il est difficile parce qu'évidemment il y a énormément de candidats, il y a un appel d'air considérable. Si vous réussissez ce concours, après il faut que vous trouviez un poste, et alors là, vous entrez dans un champ d'opacité terrible. Encore récemment, je parlais avec quelqu'un qui avait réussi ce concours, qui cherchait donc à prendre contact avec des gens, et c'est très cruel en réalité. La troisième raison, c'est que même si vous parvenez à décrocher le fameux grade, c'est-à-dire un poste, vous allez entrer dans l'organisation internationale, dans la bureaucratie de l'organisation, à un niveau très 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 bas, en fait, si vous voulez, au niveau ce qu'on appelle le niveau P2, le niveau professionnel, mais le plus bas des niveaux professionnels. Alors c'est pas grave parce qu'on peut monter, et on monte assez vite, P3, P4, après évidemment ça devient un peu plus compliqué, on monte quand même dans le système. Le problème c'est que vous allez vous retrouver avec des tâches à niveau P2 souvent qui ne vont pas être en adéquation avec la formation excellente, je le dis sans ironie, que vous avez reçue ici et même dans d'autres universités parisiennes, moins bien mais quand même. Et donc vous allez être très frustré au bout de quelques mois, parce que vous avez des véritables compétences, et puis, je reviendrai dans un instant, elles ne sont pas exploitées. Et le système est très pyramidal, c'est une pyramide très pentue, ça veut dire que c'est difficile de monter, ce sont des règles qui ne sont pas toujours très transparentes, et donc ça crée beaucoup de frustration. Alors je ne vais pas être que négatif, là j'ai dit le plus négatif de ce que je devais faire. J'ai commencé par le plus loin. Mais bon, voilà. Si le concours se présente, si vous en avez envie, allez-y bien sûr, mais enfin avec toutes les préventions que je viens de dire. La deuxième voie pour entrer,
alors elle est déjà beaucoup plus difficile. Un peu, en fait, finalement, Julien et vous, Thomas, vous l'avez un peu abordé par votre propre parcours. Il n'y a pas de voie simple. Il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, eh bien, il y a différentes manières de le faire. Se faire connaître, apprécier, là on n'est pas dans le piston nécessairement, on n'est pas dans on a besoin de recommandations. Moi, j'ai eu des recommandations d'Alain Bennett qui m'ont beaucoup servi. Et j'ai aucune honte à le dire. Ah, on aime, enfin, après tout, vous êtes. Donc on a besoin de recommandations, mais c'est pas ça qui joue. Ce qui joue, c'est le fait d'être à disposition, d'être disponible, et que les gens dans l'organisation savent que, en fait, vous êtes là. Alors, comment se faire connaître? Là, c'est une question d'opportunité. Alors, évidemment, il y a la question du stage. Alors, c'est difficile de parler du stage, parce que, vous l'avez évoqué, il y a eu cet exemple assez récemment où une fameuse étudiante néo-zélandaise, un joli, c'est pas drôle, à Genève, qui avait planté sa tente pour montrer l'absurdité de ce système. Bon, encore à l'UNESCO, la cantine est peut-être chère, enfin, vous êtes dans le 7e arrondissement, vous pouvez pousser jusqu'à Montparnasse, c'est pas un grand problème. Lorsque vous êtes à New York, vous faites un stage aux Nations Unies à New York, et c'est vrai aussi évidemment pour Genève, il faut payer le déplacement, le logement à New York, c'est pas donné. La cantine, je ne sais pas si elle est chère ou pas chère, mais enfin, peu importe. Ça coûte très cher et l'organisation ne vous donnera rien. Quand je dis rien, c'est rien. Donc, ça veut dire que là, vous avez un sacrifice qui est assez énorme. Il faut le savoir, et il y a un autre obstacle, un inconvénient, c'est que si vous faites un stage aux Nations Unies, vous ne pouvez pas être recruté directement aux Nations Unies. Ça, c'est plutôt une bonne règle en réalité, c'est pour éviter justement ce système de piston, des faux stages qui permettent à des gens. Mais en même temps, l'expérience, je pourrais donner les noms de plusieurs personnes qui ont suivi cette voie-là, les gens commencent par des stages, après continuent leur formation, vont faire d'autres choses. Ça a été le cas d'ailleurs d'une personne qui a fait le master au DEVA, je ne sais plus, Élise Ruggieri-Avona, qui a fait ce master il y a quelques années. Elle a commencé comme ça, elle a fait un stage avec moi, après, elle a continué sa formation aux États-Unis, et puis elle est revenue quelques années plus tard comme consultante. Donc elle était restée dans le système. Après, elle, pour d'autres raisons, je crois qu'elle a décidé d'en sortir. Mais une fois qu'on est consultant, eh bien, voilà, on rentre dans le système. Pour rentrer dans le système hors concours, il faut avoir déjà une expérience professionnelle. Alors, ça dépend à quel seuil vous rentrez, mais 2, 4, 5 ans. Donc, en fait, le stage, même si je le dis avec toutes les précautions que vous entendez, le stage est une voie possible avec ces procédures de consultant. Alors là, je parle 2 secondes de mon cas. Moi, comment je me suis fait connaître? Donc, j'ai travaillé pendant quelques années à Cambridge avec le professeur Crawford, donc, quand il était rapporteur spécial sur la responsabilité, un projet des Nations Unies. Donc, j'allais chaque année à Genève, travailler avec les gens de la Commission du droit international, qui donc m'ont connu. Après, j'ai travaillé à la direction juridique des affaires étrangères un peu plus tard, puis un poste s'est présenté aux Nations Unies. Voilà. J'ai candidaté, c'était en 2006, j'ai quitté Cambridge en 2000, 6 ans plus tard. Mais les gens, ils se souvenaient encore du travail qu'on avait fait ensemble, et ils m'ont dit d'emblée, ah bah c'est tout à fait toi qu'il nous faut, mais il nous faut une femme d'un pays en développement. Je vais faire ce que je veux. La femme du pays en développement a été prise, mais elle a décliné le poste. Je suis parti, voilà, quasiment du jour au lendemain. Ça, c'est les hasards de la vie. Mais, donc, c'est possible. La troisième voie, qui en fait est la meilleure, c'est pas celle que j'ai suivie, vous l'aurez compris, mais c'est la meilleure. La troisième voie, c'est en fait de commencer sur le terrain. Alors évidemment, c'est exigeant, parce que le terrain, c'est pas du tourisme, surtout actuellement, il ne faut pas du tout croire que c'est du tourisme. Moi, j'ai vu des jeunes gens, enfin, jeunes femmes notamment, partir au Tchad, à un déchet, vivre dans des containers plusieurs mois. Donc c'est quand même un peu, c'est rude hein, parfois, pas toujours, hein, là je vous donne un cas vraiment particulièrement rude, mais ça peut être rude. Mais en même temps, sur le terrain, ils ont vraiment besoin de juristes. Hein? Pas de juristes, de théoriciens, pas de professeurs. Ils ont besoin de gens qui fassent du bon gros droit, au droit qui tâche, qui arrive. Et alors le terrain, c'est la meilleure école.
Ça demande des sacrifices personnels importants. Je dis bien, non, c'est pas comme de hurler. C'est pas cochon. Remets-toi. Le terrain est exigeant d'un point de vue personnel. Évidemment, quand on a des charges de famille, c'est plus compliqué. Hein. En anglais, il y a... Alors oui, je profite pour le dire, si vous ne parlez pas anglais, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Non mais là, je suis très sérieux. Si vous regardez les postes de recrutement, par exemple au Mali, pays d'Afrique francophone, aux Nations Unies, vous verrez, il y a toujours la mention, elle est systématique dans les postes, vous verrez, l'organisation, les deux langues de travail de l'organisation sont l'anglais et le français. For this position, English is required. Ce qui est évidemment stupide. Mais c'est la réalité de l'organisation aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut parler anglais, même dans les pays d'Afrique francophone. Voilà. Le terrain est vraiment très bien parce qu'il donne une véritable prise sur l'organisation. Je vais pas être trop long, je termine tard. Voilà, pour les 3 voies d'accès. Je vais être plus rapide sur les 2 autres points. Après, la transition est vite faite. Pourquoi on va dans une organisation internationale? Si on oublie un peu le mythe, si vous voulez. On va dans une organisation internationale quand on est juriste. Alors, en fait, on n'y va pas pour faire du droit. Sauf sur le terrain. Ou, exceptionnellement, un peu par hasard, au siège, à New York, on va vous demander de faire une étude de droit international. Mais n'allez pas dans une OI, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est du droit, et je le dis, c'est pas du tout péjoratif pour le coup, c'est du droit impur. C'est du droit au service d'une organisation et au service des États. Donc ce que l'on fait à New York, par exemple, c'est essentiellement de l'administration de négociations juridiques. On aide les États à négocier. C'est très intéressant, mais ça peut être aussi assez frustrant. C'est pas vous qui allez... Parfois vous avez envie de souffler, hein, ce qui vous paraît... Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais il faut lâcher prise d'une certaine manière. Hein. Ce sont les États qui négocient. Les Nations Unies, ils ne laissent pas les autres négocier, ils ne laissent pas l'organisation négocier. Dans les interstices, on peut faire des choses. Il faut le savoir pour éviter des frustrations comme ça. Si vous voulez vraiment faire du droit, alors le terrain est très bien. Parce que, encore une fois, vous n'allez pas faire du droit, du droit sur le gouvernement de l'État au droit international, c'est un super sujet, c'est le sujet de ma thèse. Moi, j'ai terminé ma thèse quand j'étais aux Nations Unies à New York, en frappe. Parce que j'avais le temps, parce que justement, je ne faisais pas beaucoup de droit à New York. Donc j'ai enfin pu terminer ma thèse. Mais sur le terrain, je n'aurais jamais eu le temps de le faire. Sur le terrain, les questions qui se posent, c'est des questions de contrat, c'est des questions de droit de travail, c'est des questions d'immunité, hein, c'est des questions pénales, on le voit avec les questions de harcèlement, c'est des questions passionnantes. Voilà, et voilà pourquoi les gens. Et puis après, le dernier point, une minute finie, je suis désolé, un petit peu long. Pourquoi on en parle? Avant, on ne partait pas des organisations internationales. Hein, on y restait toute sa vie. Bon. Il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu sur ce modèle-là, parce qu'on est plutôt bien payé dans les organisations internationales, et aussi, ça on le dit moins, parce qu'en fait, on est peu vendable sur le marché du travail. Vous allez avoir des discussions très fructueuses, virtuelles, avec Jean-Marc et Marie-Pierre sur cette question. On développe une compétence très spécifique, et cette compétence, elle est peut-être très belle, je ne sais pas, impressionnante, mais enfin, elle n'est pas immédiatement sur le marché du travail, dans les grandes entreprises par exemple, ou même dans les cabinets d'avocats. Si vous faites du droit international public aux Nations Unies, les gens disent ouais, génial, mais quotidien. Donc il faut avoir conscience de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer le monde des OI. On peut y entrer, c'est faux de dire qu'on ne peut pas entrer dans les OI. Vous savez, il y a des gens de mon époque qui ont fait le DEA, je ne sais pas si Alain, tu t'en souviendras, une jeune femme qui s'appelait Marie-Claire Dufay. Alors elle, je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, manifestement, tu ne t'en souviens pas. Mais Marie-Claire Dufay, c'est un cas tout à fait... Elle n'était pas à la défense, hein? Elle n'était pas à la défense. Non, elle était un peu discrète, et puis elle est partie à l'UNICEF en Inde. Je crois qu'elle en a bien bavé là-bas, sur le terrain, 3 ans, et puis en fait, elle a fait toute sa carrière à l'UNICEF. Elle est partie à New York, après au siège de l'UNICEF, etc. Donc en fait, il y a plein de gens qui arrivent à entrer dans le milieu des organisations internationales, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le considérer comme un État qui peut être très riche dans un parcours, donc préparer la sortie en faisant d'autres choses, ça peut être avocat, travailler dans le gouvernement, etc. Voilà, j'étais trop long, mais j'en m'excuse. Pour compléter, j'ai précisé que 2 autres personnes de la promotion 2013-2014, qui est la nôtre, et comme vous l'aurez bien compris, et
la meilleure, sont également rentrés dans des OI post-N2, une en stage et il y a eu une opportunité, on lui a proposé directement un job au bout de 2 mois. Et une autre a fait 1 an de stage également dans 2 OI à l'ONU et au FAO. Et voilà, après les stages, on peut essayer de rentrer. C'est une voie difficile, mais apparemment c'est très intéressant. C'est leur retour. Je pense qu'on est un peu raide sur les questions. N'hésitez pas, peut-être une. Non. Bon, si vous en avez, n'hésitez pas à les contacter, à venir les voir. On va passer rapidement, il y a une petite conclusion du professeur Pellé avant la fin. Bonjour, moi je suis le papy. Ça marche pas? J'ai l'habitude de parler sans micro, ça doit aller. Vous m'entendez pas? Bon, alors je ne vais pas conclure parce que j'ai trouvé ça très bien, très chouette. Je suis, moi, retraité de cette université. J'ai quand même enseigné pendant 24 ans, je crois. Et moi, je vais vous dire quand même, la meilleure, en tout cas celle qui m'a laissé la meilleure impression, c'était 2013-2014. Honnêtement, c'était ma dernière année, alors il fallait que je les trouve bien. Donc, sûrement les autres 2000 et les autres étaient sûrement très bonnes aussi. Donc, je vous ai dit, je vais pas conclure, je vais plutôt insister sur certains points, soit que j'ai trouvé pas complètement traités, soit même éventuellement avec lesquels j'ai été en... Vous m'entendez ou il faut que je prenne ce truc? Ouais, c'est vrai. J'ai toujours fait cours dans cet amphi d'ailleurs en Master 1. J'ai toujours fait cours sans micro et ça allait très bien. Ils ont quelquefois aussi nombreux que vous êtes. Donc il n'y avait pas de... Je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Alors j'ai simplement essayé en écoutant ce que les uns et les autres ont dit, j'ai essayé d'avoir quelques points sur lesquels je peux peut-être apporter un petit complément. Quand même dire que je partage vraiment avec Marie-Pierre l'idée que je suis content que Jean-Rémy et ses camarades, je ne sais pas si vous êtes très nombreux, c'est une œuvre complètement collective, en tout cas il est censé être mon assistant, je n'arrive pas à le faire bosser parce qu'il fait 6 000 trucs sauf s'occuper de mes affaires. Donc en tout cas je suis content que vous ayez repris le flambeau parce que tous les 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans, il y a des essais. Alors j'espère que cette année, ça ne va pas tomber à l'eau et je lance un appel à ceux qui sont en Master 2 cette année pour vraiment l'an prochain continuer et reprendre le flambeau parce que... En Master 2, il y en a qui font partie du bureau de l'association. Continuer, je pense que c'est un bon truc ça, d'avoir quelque chose de tournant pour essayer que ça ne meure pas. Il y a eu plusieurs tentatives, peut-être pas marquées par un début aussi brillant, mais il y a eu plusieurs tentatives et vraiment pourvu que ça dure et que le grain ne meure. Le deuxième, le point sur lequel, qui me semble avoir été un peu abandonné, je suis arrivé un tout petit peu en retard, c'est le CELIN. On n'a pas dit assez, je trouve, que ce Master 2 est adossé sur un centre de recherche, le Centre de droit international de Nanterre, qui gère le Master 2, qui en gère d'ailleurs un ou deux autres, qui gère le Master 2, qui fournit un appui tout à fait indispensable. Malheureusement, je crois comprendre qu'on nous a enlevé ce qu'on appelle un ingénieur de recherche, c'est-à-dire un titulaire de doctorat, quelqu'un qui est recruté au niveau du doctorat, mais qui n'a pas, je crois que ce n'est pas une obligation, en tout cas ça a été le cas de nos 2 derniers secrétaires du CELIN, secrétaire général du CELIN, et c'est vraiment, je pense, cet appui à la recherche est quelque chose de tout à fait
signalable, mais je regrette un peu qu'on n'ait pas dit, en tout cas pendant que j'étais là. Le Centre de droit international de Nanterre est aussi un endroit où les doctorants se retrouvent, peuvent en principe, on ne le fait pas tout à fait assez à mon goût, mais peuvent en principe exposer l'avancement de leur recherche. Donc le Master 2, c'est une transition entre l'enseignement pur et simple que vous recevez passivement en fait dans les premières années de droit, et puis l'année où le dialogue avec les enseignants devient possible, la transition à la recherche se fait. Alors, vous êtes, ceux d'entre vous qui sont en master de recherche, ceux qui vont y arriver, vous allez entrer dans un master de recherche. Ben, c'est pas grave. C'est pas un drame, comme l'a très bien dit Thomas. Ce master 2 en tout cas est un master 2 qui est certes qui prépare à la recherche, et on a quand même un nombre assez impressionnant, je crois, de doctorants. Pratiquement, je pense que le CEDIN est de beaucoup le centre de recherche de Nanterre qui forme le plus de doctorants, c'est-à-dire de gens qui s'inscrivent en thèse, dont une petite moitié, on espère, en tout cas c'est le cas de mes doctorants, vont soutenir leur thèse, si possible pas après 28 ans comme Pierre Baudot, mais ils vont soutenir leur thèse dans un LLM. Il paraît d'ailleurs que maintenant les choses se réussissent un peu. Mais ce master a quand même une vocation à être, et a toujours eu, et j'ai l'impression qu'il conserve, une vocation à être ancré sur la pratique. Ça se traduit par effectivement la double casquette qu'ont beaucoup, pratiquement tous les enseignants du Master 2, mais aussi par le fait qu'on offre des séries de conférences d'actualité juridique qui sont données par des grands professionnels qui viennent parler de leur métier, mais alors généralement pas comme ce soir, pas tellement sur ce qu'ils font, encore que ça peut arriver, mais aussi sur tel ou tel problème qu'ils traitent. Et puis, je crois comprendre que ça se maintient, mais là je refuse énergiquement de m'en occuper davantage. Les promotions ont toutes eu la chance, parce que je crois vraiment que c'est une chance, de faire un voyage de tourisme juridique, soit à La Haye, soit à Genève. Et cette année, il y en a cette année, ce sera à Genève à l'occasion de la réunion de la Commission du droit international. Il y a plein de choses à faire à Genève. Il y a quelques années, ça s'est fait à Genève, c'était un peu démentiel parce que les étudiants préfèrent attendre des bains de minuit et de minuit dans le lac plutôt que d'assister aux conférences. Donc c'est orienté vers la pratique. Et ce voyage du Master 2 est formateur. C'est quelque chose où on montre comment se déroulent les plaidoiries dans la CIJ, comment se passent les séances à la CIJ, etc. On a dit aussi très bien, et notamment Fanny Rousset et Afef Ben Mansour, on a dit très bien que ce Master 2 était pluridisciplinaire. Malheureusement, il est un peu moins, parce que les années passant, on nous a un peu censuré au niveau du ministère en disant « Ah, mais ces pauvres jeunes gens, ils sont complètement écrasés de travail ». Dans le temps, il y avait vraiment 3 disciplines qui étaient obligatoires. Le droit international public, le droit international privé et le droit à l'époque communautaire. Et puis, bon, c'est vrai que dans mon enthousiasme, parce que ça c'était vraiment l'époque où je dirigeais sérieusement le Master 2, le DEA, j'avais mis beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de présence pour les étudiants. Aucun ne s'en est jamais plaint, mais le ministère nous a dit « Ah non, c'est pas possible, vous les écrasez de boulot ». Donc on a été obligé de diminuer un peu nos ambitions, et maintenant il y a droit international public et droit international privé, droit international public et droit de l'Union européenne. Ceci dit, la pluridisciplinarité reste, parce que si vous voulez faire votre programme en marchant sur les trois genres, eh ben, vous pouvez le faire, vous pouvez le prendre, vous pouvez un peu saupoudrer. C'est très compliqué. J'ai toujours pensé qu'on aurait dû faire un module et interroger les étudiants sur l'organisation du Master 2, qui est extrêmement compliqué, même si ça s'est un peu simplifié. À cause de cette idiotie du ministère.
Mais je pense que même si vous n'aimez pas le droit international privé, en général c'est le cas, moi c'est le communautaire que j'aime pas. Alors que les Indiens, je suis complètement biaisé et que je décourage les gens de faire du droit de l'Union européenne. Mais je pense qu'il faut, si vous arrivez à faire les trois, c'est quand même le mieux et le Master 2 essaye de vous le permettre. Et je pense vraiment que c'est un des grands mérites de ce master. Quelques autres points un peu plus désordonnés encore. Ah si, une autre chose, cette pluridisciplinarité, le fait qu'on essaye de vous ouvrir l'esprit, le fait qu'on vous montre des professionnels, le fait que vous n'aimez pas trop, mais finalement c'est vraiment profitable. Il y a un grand oral où on vous dise il faut que vous sachiez tout le programme de droit international public, tout le programme de droit international privé ou bien de droit de l'Union européenne. Et bien je vous garantis que c'est drôlement utile. On ne vous demande pas des choses faramineuses, on vous demande juste d'être à un bon niveau de licence. C'est pas terrible, mais au moins ça vous ouvre l'esprit. Et au CFPRA, ce Master 2 a des résultats absolument remarquables. Le pourcentage d'étudiants qui sortent de ce Master 2 et qui réussissent en général bien leur CFPRA est tout à fait remarquable. Et je me suis demandé souvent pourquoi, parce qu'après tout, le CFPA, c'est horrible, il faut apprendre par cœur des trucs complètement idiots. Et puis voilà. Mais là où vous êtes très bon et bien meilleur, alors apprendre par cœur, n'importe quelle personne ayant un QI à peu près moyen peut apprendre. Hein. Mais ce que je crois qu'on fait dans ce genre de master et sûrement dans celui-là, c'est quand même de vous ouvrir l'esprit, de vous donner une ouverture sur le monde, de vous donner une ouverture sur les problèmes internationaux, un peu. On n'a pas de grosses prétentions, mais un peu sur les problèmes de théorie, du droit, des choses comme ça. Et mes collègues privatistes, qui en général ont une horreur, un mépris total pour le droit international public, mes collègues privatistes qui siègent dans les jurys de CFPA, on le fait aussi d'ailleurs nous, c'est une corvée nécessaire de tout enseignant à plein temps, m'ont dit, oui, mais les vôtres, ils sont bien meilleurs en moyenne que les autres au grand oral, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'épreuve de discussion avec le jury. Et je pense que c'est vraiment grâce en partie à cette formation. Alors ça vient aussi peut-être du fait que, puisque vous choisissez cette formation, vous avez plutôt l'esprit à ce genre de choses. Deux, trois petites choses différentes. On vous a dit qu'il n'y avait pas de métier de conseil devant les juridictions internationales, ça m'embête parce que un de mes articles récurrents, ça s'appelle « Le métier de conseil devant la CIJ ». Simplement, c'est vrai que c'est un métier pour happy few, on n'est pas très nombreux à le faire. Je ne vais pas en reparler puisque je pense que pas mal d'entre vous étaient à la conférence d'actualité qui est faite en décembre. Vous avez vu, c'est quand même, ceux qui étaient là, c'est quand même plutôt un vrai métier. Plus sérieusement, peut-être, je voudrais insister sur ce que vous a dit Fanny Roussel, sur les opportunités. Vous allez sortir, quand vous sortirez du Master 2, c'est un bon Master, il est reconnu, ça aide dans la vie d'avoir un bon diplôme, mais bon, on ne peut pas grand-chose pour vous, et je tiens à dire que je ne suis pas une machine à faire des recommandations, et que également, là je suis à mon pic absolu, il se trouve qu'en ce moment j'ai tellement de boulot, j'ai 4 assistants, mais d'habitude j'en ai 1 ou 2, donc rêvez pas, je ne vous prendrai pas. Mais donc vous arrivez avec un master qui est reconnu, qui certains entretient des relations aussi avec des cabinets d'avocats et tout ça, donc ceux-là vous connaissent spécialement. Ceci dit, vraiment l'opportunité, c'est ça qui est important dans la vie. Alors, de savoir les créer, il faut arriver à tout suivre, à se dire qu'est-ce que je peux bien faire. Il faut aussi, je pense, savoir attendre, comme on l'a dit. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de honteux à être barman ou serveur dans une pizzeria, si en attendant de trouver un job, il faut manger, il faut bouffer. Ça me semble tout à fait mieux que de se lamenter dans son coin en disant je ne trouve pas de boulot et pourtant je ne peux faire que du droit international et si je ne suis pas juge demain à la CIJ,
je suis foutu. Donc il faut savoir attendre, et puis il faut savoir saisir les opportunités qui arrivent, et je trouve qu'on a eu raison de vous le dire. Bon, je tiens simplement à vous dire, vous avez entendu beaucoup de bien de ce Master 2, c'est un peu l'enfant commun de ta génération aussi d'enseignants qui sont succédés. Il a été créé sous, ça s'appelait DEA de droit des relations internationales et communautaires quand je suis arrivé à Nanterre en 1990. Il avait été créé quelques années plus tôt par une prof de droit international que pas mal d'entre vous devez connaître de nom si vous avez fait le droit de l'investissement en tout cas, qui s'appelle Brigitte Stern. Et puis il a été rodé progressivement, mais il ne se calcifie pas, il ne devient pas immobile, il a été porté successivement par un certain nombre de délégateurs. Maintenant, je crois que Jean-Marc Touvenin en assure seul la direction, alors que par contre, il a abandonné celle du Céline à un autre nouveau prof de Nanterre qui s'appelle, vous allez connaître d'ailleurs Franck Latine, vous connaissez forcément celui qui est dans ce Master 2. Donc c'est une espèce de réinvention aussi continue qui va de pair à l'heure actuelle avec le collège international, mais ça non plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui lui alors est une invention de l'association des étudiants de droit international de Nanterre. Merci et bravo.